bienvenue à cette première table ronde effectivement consacrée à ce sujet brûlant pour vous, les pros de la formation, de l'enseignement supérieur. Donc comment émerger, s'adapter aux nouveaux usages du search, donc de la difficulté évidemment d'exister dans ce monde là où le SEO traditionnel laisse progressivement la place à l'IO, l'Artificial Intelligence Organization, Optimization plutôt. Nous allons tenter de comprendre ce basculement profond des usages où on cherche de moins en moins, c'est vrai, sur Internet, mais on demande directement à un agent conversationnel. Et donc pour nous tous, l'idée c'est de se demander tiens, comment on va rester un, visible, deux, pertinent, enfin un, plus loin, visible, vous l'avez compris, deux, pertinent, et trois, être recommandé dans ces nouveaux modèles, ces nouveaux écosystèmes qu'on peut qualifier d'hybrides. Donc pour en parler, nos trois intervenants au profil complémentaire. On va donc vous poser des questions concrètes, explorer des cas réels et ensemble, donc, j'espère aussi tirer les meilleures pratiques qui existent déjà ou se projeter un petit peu. Donc Olivier Dufez, fondateur de WebRank Info. Bonjour Olivier, merci d'être là. Bonjour. Vous n'avez pas de micro, mais tout Non, à l'heure on fera tourner, votre voix porte. Laura Hassan, donc, DG d'Epitech. Bonjour Laura. Bonjour. Merci d'être là. Et donc Jeanne, qu'on a écouté pendant une demi-heure. Bravo pour cette première keynote, Head of Industry de Google. Donc le point de vue de l'acteur historique sur ce basculement qu'on connaît, c'est vrai, depuis, je crois que c'est 2 ans et demi, c'est vrai que ça va vite, mais je crois que c'est 2 ans et demi, ChatGPT, donc fin 2022. Voilà. Laura, peut-être première question pour vous. Donc, donc je ne me suis pas présenté, pardon, Sébastien Coinon, ancien journaliste à BFM, et j'ai basculé du côté obscur de la force il y a quelques années de cela. Je suis notamment aujourd'hui en charge de la communauté de SoWeFund. Donc j'aide les entrepreneurs à lever de l'argent auprès de leur communauté dans un premier temps, puis au sein de ma plateforme, donc SoWeFund. Donc on va dire plateforme de co-investissement, plus peut-être connue en France sous la forme de crowdfunding, crowd equity. Et puis j'ai une deuxième casquette encore média, donc je triche, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Tech 45 où j'interviewe les entrepreneurs. Donc si vous en connaissez, n'hésitez pas à me les envoyer pour un entretien de 3 quarts d'heure. C'est comme le port salut, c'est écrit dessus, donc 45 minutes. Et c'est un peu ce qu'on a d'ailleurs jusqu'à 10h30 ensemble. On prendra évidemment vos questions. Et je suis sûr que vous en aurez. Là, ils ont été un peu timides, Jeanne, mais voilà, on va tout à l'heure les pousser dans le retranchement, et donc ils vont je suis sûr, vous interviewer, enfin en tout cas vous interpeller sur vos problématiques respectives. Oui, Laura, je disais, donc peut-être on peut démarrer sur le table avec vous si vous voulez bien pour Epitech, donc pour avoir un peu votre retour d'expérience là au bout de quelques mois, quelques trimestres d'une école tech aussi prestigieuse que la vôtre sur l'adaptation SEO /IO, donc pour Epitech, en quoi ces deux acronymes sont-ils complémentaires selon vous là? Ouais, complémentaires et qui ne s'opposent pas aussi, parce qu'on a vu beaucoup de parutions, d'articles sur est-ce que le IAO le GEO va remplacer le SEO. Donc retour d'expérience positif. On a beaucoup travaillé notre position, alors d'abord avec le SEO dans la SERP, dans les recherches Google. Epitech ressort bien, mais ça ne suffit pas, parce qu'aujourd'hui les jeunes de 16-18 ans qui sont les profils qu'on veut adresser, mais même les parents, surtout d'abord les jeunes, les parents sont encore un peu sur Google, ne prennent plus le temps, ça veut déjà de moins en moins rechercher sur Google, tel que nous en tout cas on l'a appris il y a quelques années, mais prennent plus le temps de rechercher sur Google et vont la faciliter. Alors on a parlé de ChatGPT, de Perplexity, de Gemini, mais il y a aussi les IA intégrées aussi directement dans les réseaux sociaux. Ouais, ça n'a pas été abordé, mais il faut quand même qu'on en parle et qu'on en tienne compte. C'est pas évident de ressortir comme on le souhaite dans l'IA quand on l'interroge. D'abord, on a notre historique de recherche, donc ça fausse un petit peu. Donc il faut être en privé, des chats éphémères. Et dans ces chats éphémères, en fonction de la volonté de l'IA d'aller chercher plusieurs différentes sources, on peut avoir des surprises. Et comme vous avez eu pour l'effet démo, pas du tout le même résultat d'un jour à l'autre. Alors, je voulais toutes les réponses maintenant, ou il y aura d'autres questions? Non, j'ai 2-3 questions quand même. Il ne faut pas tout balancer à la première. Là. La question, c'est notre retour d'expérience. En général, on s'appuie beaucoup sur les classements et les avis. C'est ce dont on va pouvoir parler, j'imagine, intéressant, les avis, tout à l'heure. Mais les avis et les classements, c'est ce qui, aujourd'hui, alimente l'IA, et c'est ce sur quoi elle va se reposer, puisqu'elles sont travaillées pour citer de plus en plus de sources.
Et ces sources, aujourd'hui, elles existent dans les sites qui ont une autorité de domaine assez forte. Et puis les avis, puisque bon, on est une génération poussée à mettre des avis un petit peu sur tout, presque n'importe quoi, mais sur tout. Il y a la difficulté des classements aussi, hein, on en parlait un petit peu Oui, on a pour parlé un petit préparer. peu C'est parfois, alors pour une école comme la vôtre, ça peut être un peu sportif. Ouais, nous, c'est un peu particulier. On n'est Voilà. pas dans les classements on a le visa du ministère, mais on n'est pas grade de master. Donc, on n'est pas dans les classements de master, par exemple. Et puis, il y a des classements plus ou moins sérieux auxquels enfin, les moins sérieux, on refuse d'y participer. Bon, 3 petits points, vous nous Voilà. raconterez tout. Olivier, si je poursuis sur mon premier tour de table, là, donc consultant SEO, fondateur de, qui ne connaît pas, donc Web Rank Info. Intéressant d'avoir effectivement votre recul, la prospective aussi là, sur ces thématiques, sur l'évolution du référencement. Vous qui suivez le SEO depuis 20 ans, qu'est-ce qui rend cette vague IA si différente? Et c'est vrai que depuis, pas J1, mais presque, on sent quand même qu'on a basculé et qu'on vit quelque chose d'historique, quoi. Oui, effectivement. Du côté des SEO, ce qui a changé au tout début et ce qui a été le plus utilisé avec l'IA, c'est complètement différent. J'utilise l'IA pour moi-même, pour essayer d'améliorer mes process SEO, de créer des contenus, etc. Ça, c'est juste la première partie. Mais maintenant, on assiste finalement à une deuxième partie, j'ai envie de dire, c'est l'IA du côté des moteurs. Et quand je dis les moteurs, c'est pour une fois, il n'y en a plus qu'un. Il y en a plus, et j'inclus les moteurs qu'on pourrait appeler génératifs ou d'IA générative, donc ChatGPT, Gemini, etc. Et là, on voit que c'est complètement différent, parce qu'on a plus une liste de résultats avec un classement, avec quelque chose qu'on arrive beaucoup plus à traquer, à mesurer et à comprendre. Et là, voilà, on découvre finalement un nouveau monde. Je suis presque revenu 20 ans en arrière, où on essayait de découvrir comment fonctionnent les moteurs. Et effectivement, ils fonctionnent quand même un peu différemment. Voilà. Oui, enfin, on a l'impression qu'il n'y avait que Google, mais c'est pas parce que vous étiez très bon que vous étiez seul, hein, vous l'avez dit. Jeanne, il y en a plein d'autres, hein, mais même quand vous démarriez à 20 ans, aujourd'hui, Oui, il y a toujours eu plein de moteurs. Il y en a plein d'autres, il continue en exister. Après, la question, c'est l'expérience utilisateur, c'est la rapidité, c'est la qualité et la fiabilité des résultats. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, il y a d'autres propositions. Mais je pense que ce sera intéressant d'avoir que voilà, les gens essayent et de voir si les résultats, la qualité des résultats est au rendez-vous. Et puis, c'est nous, ce qu'on essaie de faire, c'est d'enrichir au maximum cette expérience pour continuer à avoir ce leadership. Et pour vous, donc, c'est un enjeu clé, effectivement, de ces nouveaux points d'entrée, là, qu'on soit une école, une marque, un groupe de formation, d'être référencé, que Gemini nous connaisse, ait entendu parler de nous ait screené d'une manière ou d'une autre. C'est aussi incontournable que d'être sur Google? Oui, mais à la fois, ce que j'ai partagé tout à l'heure, c'est que, alors moi je ne suis pas experte du SEO comme vous, Olivier, mais nous, c'est vrai que ce qu'on dit, on a pour la première fois formulé des recommandations de SEO qui ne sont pas fondamentalement différentes de nos habituels. Mais ce qu'on recommande, c'est effectivement de mettre beaucoup plus de texte, beaucoup plus d'images, beaucoup plus de vidéos pour améliorer l'expérience utilisateur. Très clair. Laura, allez-y. Juste à rajouter un petit point, c'est que c'est vrai qu'il y a beaucoup cette idée reçue que les moins de 18 ans sont plus sur Google, ou les jeunes ne sont pas sur Google, sur le search, et que nous, ce qu'on voit globalement, c'est que les 18-24, alors peut-être un peu plus âgés, mais ce sont les gens qui font le plus de recherches quotidiennes sur Google, donc ils restent très présents sur le moteur de recherche. Et je trouve que c'est toujours bien de regarder votre analytics et de voir quelles sont les sources de trafic qui vous amènent du trafic. Et en général, on ressort assez bien. Après, il y a des gens qui ne vont... Et est-ce que vous avez des chutes drastiques de trafic ? Et c'est vrai qu'aux États-Unis, où on a un peu plus de recul, parce que ça fait 1 an que AI Overview a été lancé, on voit que les acteurs de l'éducation n'ont pas tant de baisse de trafic. Donc en fait, si on
Enfin, Donc il n'y a pas de basculement, ça serait comme une couche en plus. Exactement, c'est plutôt il n'y a une pas couche de en switch, plus, mais il n'y a pas, on ne voit pas des baisses de trafic de l'ordre de 30%, 40%, 50%. Peut-être qu'il y a une petite baisse de trafic, mais pas substantielle, et qu'en fait, les gens qui vont utiliser AI Overview font potentiellement plus de recherches que les autres. En fait, et peut-être un dernier point, c'est pas simplement de regarder le volume de trafic, mais la qualité du trafic, parce que des gens qui vont aller regarder plus de pages, qui vont faire un parcours plus long, versus avant, vous pouvez faire venir pas mal de gens, mais des gens qui n'étaient peut-être pas super qualifiés. Voilà, c'est d'autres manières de regarder. Laura, chez Epitech, oui. Ouais, pour compléter aussi ce que vous disiez, qu'il fallait mettre plus de texte, plus d'images, plus de vidéos pour l'expérience utilisateur, mais ce n'est pas que pour l'expérience utilisateur, c'est aussi pour faire comprendre à l'IA. Oui, bien sûr, c'était pour l'IA. Voilà. Pour l'expérience utilisateur, c'est important et c'est ce qu'on fait en SEO aussi depuis toujours, qu'on a compris comment faire. Mais pour l'IA, il faut surtout qu'elle comprenne et qu'elle ait plusieurs sources sur la même page, sur le même site. Je parlais d'autorité de domaine pour pouvoir donner des sources qu'elle considère fiables. Sinon, elle va chercher ou elle va halluciner. On peut détailler justement ces leviers prioritaires que vous évoquiez, donc les avis, les témoignages, et le sujet un peu épineux pour Epitech des classements, dans lequel soit vous ne pouvez pas apparaître, soit vous ne voulez pas apparaître parce que parfois on nous demande une contribution, on va dire ça de manière... Certains classements qui sont pas très fair-play. J'ai donné l'exemple en off tout à l'heure. Alors, je ne citerai pas la solution, mais je pense que beaucoup la reconnaîtront sur l'expérience étudiante, un classement sur l'expérience étudiante. Je parle de ça, je vois des hochements de tête. Voilà. Donc, c'était pendant le Covid, je crois, 2021. Voilà, donc il y a 4 ans, donc j'étais directrice de l'ISG à l'époque, Paris, et donc je réponds en me disant mes étudiants vont jouer le jeu, je suis une super directrice, ils jouent le jeu, on a des super résultats, tout va bien, arrive la restitution, on me dit qu'en fait je suis première, c'est super, école de commerce, parce que j'ai le plus haut taux de participation à tous les étudiants, donc j'en suis très fière. Et là, donc j'ai la restitution en slide. Alors oui, j'avoue, j'étais en train de faire des screens des slides parce que je me disais, je ne sais pas dans combien de temps ils vont me les envoyer, mais surtout ils m'annoncent à la fin qu'il ne m'enverra les slides que si je rentre dans les partenaires VIP, mais surtout je ne peux apparaître dans le classement que si je suis VIP. Donc on était en TTC à près de 20 000 € quand même pour apparaître dans le classement. Et que de toute façon, si je veux les slides, c'est un petit peu moins de 10K. Voilà. Donc je suis repartie sans les slides et sans le classement. Donc oui, quand je disais quand il y avait des classements dans lesquels on ne veut pas apparaître, ce sont ceux-là. Après, Epitech est visé, mais donc pas dans la CTI, donc ça pénalise et c'est pas quelque chose qu'on veut aller chercher, puisqu'il y a Epita pour ça, l'école d'ingénieurs du groupe Ionis, donc on les laisse accréditer CTI, mais ce ne sera pas le cas d'Epitech. Donc pour ça, on peut être considéré, et nous on doit lutter contre ça, c'est un de nos pain points ça aujourd'hui. Comment lutter pour faire comprendre à l'IA que si on n'est pas classé par la CTI, enfin dans la CTI, c'est que c'est un choix à assumer. Donc voilà, il faut beaucoup écrire, beaucoup témoigner, des vidéos, faire en sorte que d'autres sites avec une autorité de domaine suffisante puissent aussi l'expliquer pour que l'IA, au final, finisse par comprendre que c'est une volonté assumée par Epitech. Et donc depuis quand alors vous ressortez dans ces LLM alors ? Alors on ressort nous depuis mars pour un petit retour d'expérience. C'est suite à 2 gros classements qui sont sortis en février. Un sur le classement de Y Combinator, le fameux incubateur américain, qui a classé Epitech dans le top 5 des écoles qui créent des startups incubées dans Y Combinator. Et le deuxième, c'est l'étude de data recrutement sur les salaires et qui a classé Epitech dans le top 3 des meilleurs salaires des écoles post-informatiques avec Epita et la Sorbonne. Ok, très clair. Bravo. Il faut y rester maintenant, mais déjà, peut-être qu'une bonne partie du travail. Et ça n'a pas suffi, il a fallu beaucoup écrire aussi pour faire ressortir ces classements. Donc on était très fiers de les voir, d'autant plus que pour une fois, on n'a pas été sollicité, les études ont été faites sans nous. Mais une fois qu'elles sont sorties, il a fallu les mettre en avant. Et c'est tout le travail de mise en avant, de réécriture, de partage. Il y a beaucoup d'images sur les classements, de partage de ces images qui ont été lues. C'est beaucoup les images en fait, qui ont été lues par l'IA. Olivier, vous disiez tout à l'heure, j'ai l'impression de revenir 20 à 25 ans en arrière. Ça veut dire que tout reste à faire, là. Enfin, tout est possible. Évidemment, il y a tout un socle qui est identique. Il faut que les moteurs de recherche connaissent nos contenus, il faut qu'ils soient venus voir nos pages, donc il ne faut pas les bloquer, il faut connaître un peu des aspects techniques pour ça. Souvent, on parle des 3 piliers, sont la technique,
le contenu et les liens ou la notoriété, ça s'applique toujours. Mais il y a des petites différences quand même. Quelque chose que les gens ne savent pas trop, quand on fait une recherche sur Google, il va répondre à presque la même requête. Il va essayer de la reformuler sans qu'on le sache, si jamais on ne l'a pas très bien formulée, si jamais les mots qu'on a utilisés ne sont pas les meilleurs possibles pour donner des bons résultats. OK. Mais les LLM, en fait, font ça beaucoup plus fort, sans qu'on le sache. Alors, ceux qui ont déjà testé la recherche approfondie sur n'importe quel LLM, ils doivent se rendre compte qu'en fait, il y a plein de recherches qui sont faites pour couvrir le sujet de façon beaucoup plus profonde. Et ensuite, on a une belle réponse qui apparaît, qui est hyper complète. Ben, même dans les AI Overviews, mais aussi sur ChatGPT ou d'autres, ça fonctionne pareil. C'est-à-dire que quand quelqu'un pose une question sur un LLM, il n'a pas une réponse uniquement à cette question précise. Donc, bon, il y a toute une technique qui est derrière, qui est assez évoluée. Et ce qui est important, c'est d'essayer de deviner quelles sont toutes ces autres requêtes. Ça peut être soit juste des synonymes, soit des choses implicites, en fait, que l'internaute n'a pas eu l'idée de demander à l'IA. Et en fait, les contenus qui vont ressortir, qui vont servir de base à la réponse, c'est tous ceux qui sont pertinents sur cet ensemble de requêtes. Donc en fait, on se rend compte qu'on a un nouveau travail à faire, d'anticiper toutes les questions ou les requêtes secondaires en fait, que ces LLM vont travailler, et vérifier que sur notre site, principalement, on y répond. Et je dis principalement parce que ça peut être aussi sur d'autres sites. Donc là, à un moment, on a parlé peut-être des grands médias, mais ce qui est assez étonnant dans les LLM, c'est que les sources, ce n'est pas que des grands médias. De temps en temps, on a des surprises. C'est des sites qui ne sont pas si connus que ça et qui apparemment ont servi de source. Parce qu'en fait, elles ont adressé. Plus pertinent ou parce qu'elles ont adressé un point très précis qui fait partie de l'ensemble qui est censé être pertinent d'après cette IA et qui va servir à aborder un point de détail qui aidera l'internaute. Voilà. Donc si cette source avait cette information, elle a été sélectionnée pour ça. Ok, très clair. Vous développez vous-même un outil pour, Oui. Pour juger sa présence là, dans les réponses IA. Est-ce qu'on peut Alors, avoir un oui, aperçu? donc j'ai un outil qui s'appelle My Ranking Metrics. Enfin, ça, c'est une suite d'outils en SaaS avec un précis qui s'appelle RM Console. Donc, dans RM Console, à la base, ça fait plein d'autres choses. Ça se connecte à la Google Search Console. Donc, si jamais certains font du SEO, ils connaissent forcément ça. Et depuis quelques mois, on travaille dessus. Ce n'est pas tout à fait encore sorti. Un outil pour vérifier si notre marque, ou d'ailleurs n'importe quelle marque, est présente dans les LLM. Donc, pour l'instant, on travaille avec Gemini et avec ChatGPT, mais on va l'étendre à d'autres. Alors, je ne sais pas si je peux afficher. Voilà, donc ça c'est... Alors, donc comment ça fonctionne? On voudrait travailler sur la présence d'une marque. Donc là, au hasard, j'ai pris HEC Paris et j'ai l'intention de me rendre compte de est-ce que je suis souvent trouvable ou bien mentionné en fait dans les réponses des IA. Donc je vais décrire mes produits ou mes services, mes thèmes, on va dire au sens général. L'outil va aider à lister des thèmes, en fait, parce qu'il y a tout un travail préparatoire de détection de quelle est la marque, quels sont ses personas, voilà. Donc l'outil propose des thèmes, donc là il y en a 3-4 qui sont à l'écran, on peut les valider, et une fois qu'ils sont validés, on va générer des questions. Donc là on a quelques exemples de questions, donc je ne vois pas très bien. Donc la première, quelles sont les écoles management européennes avec le plus fort taux de placement dans les cabinets de conseil en stratégie du top 3 mondial en 2025? Ça paraît très très long comme requête, mais pourtant, c'est ce que font les internautes de plus en plus. Ils ont compris qu'ils peuvent donner du contexte, ils peuvent parler. D'ailleurs, il n'y a pas forcément qu'une seule question, ça peut être des échanges. Et donc ça, on l'interroge, là on voit ChatGPT et Gemini, et puis on a des scores. Parce qu'on va détecter... On va voir des exemples. Voilà, on va détecter si dans la réponse, on est présent ou pas. Donc ici, quand je m'intéresse à la marque HEC, elle est mise ici en bleu. Et on voit que HEC est listé dans la réponse. Le classement, je m'en fiche un peu.
Ici, il n'est pas premier. Pourquoi je m'en fiche un peu? Parce que si je refais la même question sur la même IA dans 5 minutes, si ça se trouve, le résultat sera un peu différent. Voilà, donc la notion de classement, on l'oublie. Mais c'est la présence de la marque qui compte le plus. Et ce que je vous disais tout à l'heure sur les sources sur lesquelles s'appuie l'IA, elles sont marquées là sur la droite. Et on voit que c'est des sites qui ne sont pas toujours si connus que ça. Là, je ne sais pas si tout le monde dans la salle connaît les 4 sites qui sont marqués là. Et donc, en fait, l'idée, c'est si ces sites-là ont servi à l'IA pour mentionner ces marques dans la réponse, alors j'ai besoin d'être présent sur ces sources-là. Voilà, donc on va voir quelques exemples. Et ben voilà. Vous voyez un petit peu l'idée. Donc, en fait, on passe de quelque chose de assez carré, hein, les classements dans Google, où on avait vraiment des numéros, je suis numéro 1, 2, 3, 4 sur telle requête, à quelque chose qui est quand même plus flou et on a une approche plus marketing finalement. On va plutôt parler de mention de la marque, on va parler de visibilité dans les réponses, on va parler de part de voix et on peut même analyser le sentiment qui est donné dans la réponse au sujet de telle ou telle marque. Justement, là, sur Epitech, Laura, quand on parle de votre école, est-ce que vous voyez des hallucinations ou des choses carrément fausses vous concernant ou pas? Non, pour l'instant, on ne voit pas d'hallucination. On est cité, on fait ce travail-là, mais manuellement aujourd'hui. Donc voilà, on le fait très régulièrement. Effectivement, les sources, donc, c'est exactement la stratégie qui est adoptée. Ouais. Quelles sont mais on le fait en direct, sans passer par des... Oui, à la main, c'est un peu plus, À la main, c'est plus long, lent. mais on le fait régulièrement. On est plusieurs, on est une grosse équipe à Epitech. On est une vingtaine de personnes à la communication. Donc c'est vrai que voilà, on regarde les sources et puis on va essayer de se placer ou sur des écoles pas forcément concurrentes sur la tech, mais en tout cas on regarde les sites qui sont les plus cités comme source a priori fiable. Alors on a fait l'exercice tout à l'heure avant de commencer et malheureusement on arrive sur un site de 2010, des avis de 2010, c'était... 2015, mais ça fait 10 ans quand même, c'est pas mal. 2015, mais Ouais. j'ai cliqué sur un autre, après c'était 2010. Donc, voilà, un site qui n'est pas du tout utilisé aujourd'hui par les jeunes, mais qui a dû performer en 2010-2015, peu importe. Donc on veille aussi à ça. Pour l'instant, on ne voit pas d'hallucination. Ça pourrait arriver, par exemple, une nouvelle formation qui apparaîtrait, marketing spécialisé IAO, peut-être que demain l'IA va nous dire qu'on fait ça à Epitech. Alors on fait du marketing digital aussi et de l'influence et stratégie web, mais pas... enfin, c'est inclus dedans, mais ce n'est pas une formation spécifique IAO. Peut-être que demain, l'IA va nous sortir ça. Et parenthèse, est-ce que pour vos contenus, pour les produire, pour les améliorer, pour les optimiser, est-ce que vous utilisez ces langages aussi, enfin ces LLM? Oui, alors on y fait quand même très attention parce qu'une IA qui lit l'écriture d'une autre IA ne va pas aimer. Donc voilà, on ne veut pas être mal référencé après parce qu'on aurait trop utilisé de l'IA. On peut s'en servir notamment pour les questions qui sont posées fréquemment. Donc à partir... La sémantique, c'est très important hein, pour l'IA, enfin la recherche, que ce soit SEO ou IAO. Donc, à partir du texte qu'on vient d'écrire, quelles sont les questions pour la FAQ qui pourraient être posées. Donc, à partir de là, ça nous donne une liste de 5-10 questions et on sait que c'est les questions auxquelles il faut qu'on réponde. Donc, on va s'en servir comme ça. Maintenant, pour écrire du contenu généré par IA, non. Enfin, on ne contrôle pas toujours ce que font tous les collaborateurs, mais comme tout est relu par un système de vérification, à la fin, il y a suffisamment de mains humaines qui ont tapé du texte original. Et on y fait attention, on ne doit pas se répéter d'un site à l'autre, hein, sinon là aussi Google nous tape dessus, donc il ne faut pas dupliquer du contenu. Jeanne, elle tape sur personne. Hein. Oui, des références, quoi. Ouais. Ça veut dire taper dessus pour nous. Donc, si on demande à une IA d'écrire à notre place, elle va pas inventer. Elle va se servir de choses qui ont déjà été écrites. Alors, elle va les reformuler, mais au final, l'algo des moteurs de recherche, que ce soit Google ou autre, ils comprennent que c'est du contenu dupliqué. Donc, voilà, on évite le contenu dupliqué.
Jeanne, donc sur votre présentation, vous avez un peu insisté quand même là-dessus tout à l'heure. Est-ce qu'on peut y revenir et détailler sur le fait que oui, vous conseillez à l'image du search, si on veut être bien référencé sur Gemini, d'avoir du contenu original, quoi. Il faut Oui, rester. tout à fait. Pour vous, c'est les mêmes bonnes pratiques? Encore une fois, je ne suis pas experte du SEO, mais oui, ce qui est recommandé, c'est exactement ce que vous disiez tous les deux, c'est d'avoir du contenu original et d'avoir une variété. Pardon, d'avoir du contenu original. J'ai l'impression que ça ne marche pas très bien de manière générale. D'avoir du contenu original et d'avoir pas seulement du texte, d'avoir aussi de la vidéo et des images. Voilà. Très clair. Laura, donc si on regarde votre équipe, je pense notamment à ceux qui commercialisent, vous avez des chargés de com, j'imagine, chargés de communication. Aucun rapport. Une vingtaine au total. Oui, comment eux utilisent ces outils et comment vous les accompagnez dans cette transition avec toutes les précautions que vous évoquiez juste avant? Aujourd'hui, et on pousse pour la formation sur comment optimiser mes vidéos, etc., comment optimiser un article. Là-dessus, on les pousse à utiliser l'IA. Il y a des ressources très bien qu'on a aussi à disposition dans nos outils d'onboarding et de suivi. Mais voilà, comme ça peut évoluer assez vite, on les incite à faire de la formation continue en demandant aux IA, tiens, je veux optimiser telle vidéo, telle prise d'interview, etc. Comment est-ce que je peux faire? Donc là-dessus, on les pousse. Donc on leur demande de ne pas écrire avec l'IA, mais on peut leur demander de structurer avec, si on parle de SEO, des balises, des titres, une certaine organisation donc de l'article, parce qu'ils et elles écrivent beaucoup d'articles sur le blog de l'école. Et donc là, on va leur demander de se servir de l'IA pour pouvoir structurer correctement et pas avoir à repasser trop derrière. Donc ça allège quand même le travail des managers, des superviseurs, des animateurs nationaux de relecture. Donc ça, c'est pas mal. Sur cette fameuse FAQ, c'est assez intéressant puisque là où on descendait, parler avec... Alors ça n'empêche pas le travail de proximité, mais là où on pouvait descendre... de nos étages, voir les étudiants, leur demander, tiens, si tu devais faire une recherche sur Google sur tel ou tel sujet, quelles seraient les questions que tu te poserais? C'est du faire en one-to-one avec les étudiants. Là, on peut demander directement à l'IA quelle est sur ce thème-là les questions qui pourraient être le plus fréquemment posées. Donc, ce que je disais tout à l'heure comme exemple. Après, sur les chargés de communication, là, on les a fait monter en compétence cette année sur écrire des communiqués de presse, par exemple. Donc c'est pareil, c'était de demander à une IA, si vous ne savez pas commencer par rédiger un communiqué de presse, quelles sont les grandes lignes, qu'est-ce que vous ne devez pas, la to-do du bon communiqué de presse. Après, ça nous a laissé le temps, en fait, en interne, de structurer et de faire des supports de formation plus aboutis. Mais comme il fallait commencer, qu'on était assez pressé, on avait beaucoup d'actualités à partir de janvier et la presse qui attendait beaucoup de communiqués de presse de notre part. Il a fallu que beaucoup écrivent. Donc c'était notre moyen à nous de casser un petit peu le côté je suis un imposteur si je me mets à écrire des communiqués de presse. Pour reprendre cet exemple-là, on aurait dit ChatGPT, Gemini est votre meilleur ami, demandez-lui d'abord à lui comment faire et puis la formation arrive bientôt. Ça nous a permis de temporiser la formation. Et ça fonctionne très bien. Oui. Franchement, c'est bluffant évidemment pour tous ceux qui l'ont déjà testé. Olivier, si je reviens à vous sur les recos qu'on peut faire, vous nous avez donné un avant-goût de votre outil. Ceux qui sont déjà jetés dans le grand bain ou qui vont s'y mettre là dès demain, quel KPI vous allez leur proposer de suivre là? Est-ce qu'il faut s'attendre forcément à une baisse de trafic? Alors peut-être pas de 30%, mais à 2 chiffres. Et de viser plus de quali? Alors, sur la baisse de trafic, je pense qu'il faut quand même s'attendre à sur le trafic, il faut quand même s'attendre à une baisse. Ça, il faut être très clair. Tout à l'heure, quand on avait des chiffres sur l'éducation, j'aimerais bien savoir si c'est parce qu'il n'y avait pas les AI Overview ou pas. Parce que s'il y avait les AI Overview, ça veut dire que les sites en question sont souvent indiqués en source et donc ils gagnent quand même des clics et finalement ils peuvent être gagnants de l'affichage des AI Overview. Ils peuvent aussi, ça peut être neutre ou perdant, mais la vraie question, c'est sur quelle requête ces AI Overview s'affichent. Voilà. Il faut savoir qu'il y a un autre mode qui existe chez Google aux US depuis 2 mois à peu près. C'est le mode IA, AI Mode, qui pour l'instant est un onglet de recherche, mais qui
un jour, à mon avis, deviendra la recherche standard. Et là, ça change complètement. C'est là, on n'a que des résultats de type LLM, en fait, comme on dit, ChatGPT ou n'importe quel autre LLM. C'est-à-dire, on n'a plus de classement de résultats. Et là, ça change beaucoup les choses au niveau des KPI. Donc, c'était ça la question au départ. Donc, le trafic, on va un peu l'oublier et on va s'intéresser beaucoup plus à des mentions de marque. Et donc, si on prend, on fait 100 questions, on prend les réponses sur ces 100 questions, combien de fois ma marque est présente ou pas. Donc, c'est là où je vais parler de visibilité. Quelle est ma part de visibilité? Ensuite, on peut aussi voir on est en concurrence avec d'autres marques. Et donc, on va faire l'inventaire de toutes les marques qui ont, elles aussi, eu des mentions. Et avec tout cet inventaire comme ça de mentions, il y a une espèce de part de voix. Donc, moi, c'est ce que j'appelle la part de voix. C'est combien de fois sur toutes les réponses où il y a eu plein de marques mentionnées, combien de fois ma marque est sortie et combien de fois les autres marques sont sorties. Donc ça va être la part de voix. Et je trouve que c'est intéressant aussi de profiter du fait que les IA savent évaluer le sentiment associé dans un texte à une entité. Là, c'est une marque. Pour le mesurer, en fait, donc c'est des scores entre 0 et 100. On peut en faire une moyenne. Et donc, on peut évaluer à quel point la perception que les internautes vont avoir en lisant les réponses, elle va être plutôt positive, neutre ou négative par rapport à notre marque. Donc ça, c'est les 3 KPI que je retiens pour l'instant. On est sur les vrais enjeux, là, Jeanne. Ouais. Oui, alors c'est vrai que cette année, il y a eu énormément d'innovations et qu'il y a des LLM qui sont très utilisés actifs, mais qui n'ont pas de modèle économique aujourd'hui et qui n'ont pas aussi l'infrastructure suffisante pour... D'ailleurs, nous, on vend de la capacité à certains acteurs qui font des LLM. Donc, ça va être intéressant, très intéressant de voir ce qui se passe dans les prochaines années. Mais déjà, moi, je vois aussi que d'un point de vue utilisateur, il y a des gens qui se posent quand même bien la question de l'empreinte carbone d'une requête via un LLM versus une requête normale. C'est pas du tout c'est pas du tout le même prix, c'est pas du tout la même empreinte carbone. Nous, on a, c'est vrai, notre infrastructure et beaucoup de travaux pour justement améliorer l'empreinte carbone et la réduire au minimum des puces. On a des engagements très importants pour être neutre en carbone et compenser avec l'énergie renouvelable. Et à mon avis, ça, c'est des vrais enjeux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit « Ah, c'est génial, les LLM, il y a plein de LLM qui vont donner des réponses, enlever tout notre trafic. » Mais il n'y a pas de modèle économique. Donc, combien de temps tout ça va durer? Ça va être certainement, il va y avoir certainement une monétisation, mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'il faut financer ces infrastructures qui sont très coûteuses, et puis quand même des enjeux de planète qui brûle. Enfin, bon, le rapport, il est de combien à combien? On sait le mesurer ou pas? Le rapport d'une... Entre une requête je search ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais c'est quand même assez important en termes... Au début, on disait 10. Voilà, okay. voilà. Mais il a tendance quand même à baisser parce que sur les LLM, on arrive quand même à optimiser. Des plus petits modèles les smart language models. Et pour répondre à votre question sur ce qu'on voyait sur l'éducation, c'était sur les acteurs principaux aux États-Unis, toutes AI Overview ou pas, d'ailleurs. Il y avait une petite baisse de volume, mais pas significative. Mais surtout, nous, ce qu'on invite, c'est à regarder la qualité des leads et plus à être sur le nombre de personnes qui sont arrivées sur ma homepage. Bon, ça, on s'en fout un peu. C'est vraiment les gens qui ont fait tout le parcours, combien de pages, etc. Donc plus de conversion, parce que c'est vrai qu'on sait, vous pas avez dans ce des audiences domaine-là, plus mais dans l'e-commerce, souvent, il n'y a que 2-3% des gens qui vont, in fine, sortir la carte bleue. Si j'ai en fait, un trafic plus ciblé. Voilà, parce qu'il y a plein de fois des gens qui cliquent sur votre annonce ou votre lien qui arrive sur votre site. En fait, c'est pas ce qu'ils recherchent. Donc là, vous avez une audience qui est plus qualifiée, donc peut-être un petit peu moins de trafic, mais une audience plus intéressante pour vous. D'entre vous, la cite parfois des features qu'on n'a pas en Europe. On sait qu'on est le continent de la réglementation, etc. Donc pour eux, c'est déjà le présent. Pour nous, c'est au mieux le futur. C'est pas Europe, parce que là, en l'occurrence, sur AI Overview, c'est que la France et la Belgique. Donc, on espère que ça va se régler et avoir aussi accès à ces produits en France. En tout cas, c'est des vraies discussions. Semaine, 2 mois, selon vous? Oui, je pense que c'est des questions de mois. C'est des questions de mois. C'est en tout cas des discussions assez avancées sur le sujet, parce que c'est quand même un peu dommage qu'en France, on n'ait pas accès à ces outils d'innovation. Voilà. Mais en tout cas, c'est une période assez fascinante
de changement, de transformation, avec plein d'enjeux. Et donc, il faut tester, il faut faire des choses. Du coup, le trafic en masse, Olivier, on oublie, c'est plus l'objectif en 2025 là. Je suis complètement d'accord avec l'histoire de la conversion qui augmente. Les taux de conversion sont meilleurs pour le trafic qui provient de résultats fournis par des IA. À mon avis, il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'il n'y a parfois aucun clic quand la recherche est purement informationnelle, parce qu'on a le résultat de notre information directement dans l'outil de recherche. Donc on ne clique pas, et ces recherches-là ne généraient pas beaucoup de conversions. Okay, donc on a moins de trafic pour des recherches qui de toute façon généraient pas beaucoup de conversions. Donc forcément, ça, voilà. La deuxième raison, c'est que le trafic il est plus précis et plus qualifié parce que l'internaute il a eu le temps de mieux poser sa question, ou même de converser, parce qu'on n'arrête pas de... On a oublié, mais c'est une conversation. Hein. Souvent, il va y avoir des échanges. Donc il y a plusieurs questions de suite et à la fin, il peut y avoir un clic. Donc en fait, le trafic sera beaucoup plus ciblé et qualifié. Et donc c'est assez logique qu'à la fin, on ait une meilleure conversion. Très clair. On va passer à vos questions. Pour nos 3 speakers, j'espère en tout cas, voilà, n'hésitez pas. Si vous souhaitez les interpeller, je suis sûr que vous en aurez, soit pour vous-même, soit pour le marché des questions plus macro. Voilà, il y a déjà des premiers bras qui se lèvent au fond. Présenter, qu'on vous posez votre question, comme ça on sait qui vous êtes. Bonjour. Bonjour, Eric Telfac, chef de projet digital pour le groupe PXC Paris, école de commerce. J'ai une question pour monsieur Olivier. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure de domaine à forte autorité sociale et du fait que c'est très important pour les AIO. Est-ce que pour vous, d'après votre expérience, ça va être capital de faire du networking pour pouvoir progresser en termes de visibilité sur votre marque et sur les AIO. À l'heure actuelle, les backlinks ne sont pas pris en compte par les LLM de façon directe. Donc les backlinks, hein, c'est les liens qui sont sur, par exemple, des grands sites médias ou n'importe quel site vers notre propre site. Donc ça, c'est un facteur qui est important en référencement naturel classique. Mais pour l'instant, je dis bien pour l'instant, parce que peut-être que dans 6 mois, ça aura changé. Par exemple, ChatGPT, il n'en tient pas compte. Par contre, on s'intéresse beaucoup plus à la notion de mention. Donc si notre marque est mentionnée, même s'il n'y a pas de lien, sur les bons endroits, des bons sites à forte autorité, effectivement, c'est très efficace pour les LLM. D'autres questions? Merci monsieur, merci Olivier pour votre réponse. Bonjour madame. Bonjour Henri Matignon, je travaille à la physique, une fédération de grandes écoles. J'aurais bien voulu avoir une idée d'un budget à prévoir pour une console telle que présentée par monsieur. Il n'y a pas encore de prix assez précis que je ne peux pas vous répondre pour l'instant. Mais je pense qu'on va discuter tout à l'heure. Désolé. Cette partie-là, elle n'est pas encore publique. Je pense qu'on va la sortir début septembre. Bonjour, Ludovic Allais du Parlos Éducation, de l'Institut de préparation au concours. En fait, je me posais la question de l'interaction entre le AIO et SEO. En gros, à quel point est-ce que le fait d'être cité par les IA fait augmenter le SEO, et d'autre part aussi à quel point est-ce que le fait d'être cité par l'utilisateur dans les discussions fait potentiellement augmenter les SEO, mais aussi ça, c'est une question limite sur laquelle tous les 3 vous pouvez répondre. Bon, pour la première Allez-y, question, Olivier. il n'y a, à mon avis, aucun impact entre les deux. Pour la deuxième, je vais plutôt laisser les autres répondre. En fait, si la question c'est à chaque fois qu'un utilisateur dans Gemini, dans ChatGPT cite une marque, est-ce que ça fait remonter le SEO? Non, parce que le SEO il est technique. Est-ce que ça fait remonter l'IAO?
pour l'utilisateur en question, comme il a cité une marque et que, en fonction de vos préférences, de votre ChatGPT, l'historique de recherche et l'historique des questions est activé ou pas. Donc oui, si c'est activé pour l'utilisateur en question, il va garder en mémoire que vous avez cité cette marque et donc comme l'IA veut toujours vous faire plaisir, globalement, elle va le replacer le plus souvent possible pour montrer qu'elle a bien compris que vous étiez intéressé par le sujet. C'est pour ça que nous, quand on fait des recherches, si j'interroge ChatGPT ou un autre sur Epitech, je l'ai fait devant toi tout à l'heure, je me suis mis en conversation éphémère pour voir ce qu'il allait me répondre. Maintenant, si la question c'est est-ce que ça va influencer les recherches d'autres utilisateurs, a priori non, c'est ce que nous promettent en tout cas les GAFAM, puisque le modèle est entraîné sur des conversations, pas des conversations, justement, sur du contenu qu'elle peut aller lire sur le web, avec des mises à jour, avec de la recherche en temps réel ou pas. Tout dépend des modèles aussi qu'on utilise et des fonctionnalités, mais ne devrait pas, conditionnel, s'intéresser aux conversations et aux citations de marques dans une conversation d'un utilisateur privé. Maintenant, alors là c'est sur l'IA. Maintenant, si je regarde ce qui se passe plutôt sur Google, plus une personne va taper une requête avec une marque citée, plus là l'IA va comprendre que c'est quelque chose qui revient souvent associé, donc c'est toujours une question de sémantique, que c'est une marque qui revient souvent dans telle ou telle question. Et quand on va commencer à taper la question, parce que c'est un mot qui statistiquement revient souvent dans telle question, va pouvoir le soumettre. Donc là, on est sur l'IAO intégré directement dans Google. Mais oui, ça peut influencer. Mais ça n'influence pas votre question, c'était est-ce que ça influence le SEO? Donc non. Est-ce que ça va influencer le ranking sur la SERP, donc sur les réponses de Google? Oui, mais pas sur Gemini, ChatGPT. Et moi, j'en rajoute une, Laura, sur les avis concernant votre école. Oui. Est-ce que, au même titre que les classements, oui. ça va aider Ah oui, ça aide beaucoup. Gemini, ChatGPT, etc. à vous citer? Parce qu'on voit, c'est vrai que si on n'est pas dans les 3-4 réponses, à la limite, on n'existe pas, quoi. Donc, l'étudiant ne va pas chercher ailleurs, quoi. Oui, ça prend les avis de Diplôméo, ça prend les avis des différents sites du Figaro. C'est un travail que vous encouragez, etc., chez les alumni, tout ça, qu'on est sans. Alors oui, c'est une consigne. Maintenant, comme je pense que c'est la problématique. Okay. En fait, on ne veut pas que ce soit contre-productif. On a peur qu'à force de solliciter les étudiants sur aller mettre des avis, surtout dans la tech, parce qu'ils sont quand même bien conscients. C'est pas une école de commerce où c'est fun, on fait la fête, on est content de la soirée du jeudi soir, etc. Quand on s'adresse à des étudiants dans la tech, moi qui aussi dirige donc une école de commerce avant de diriger Epitech, c'est pas les mêmes réponses. D'abord, ils sont moins sur les réseaux sociaux, ils sont moins sur les moteurs de recherche, ils sont moins à laisser des avis sur tout et n'importe quoi, comme je disais tout à l'heure, surtout le n'importe quoi. Donc on a plus de difficultés et on se dit que plus on va insister, plus juste par affront, un peu comme papa et maman, ils ont demandé que tu fasses tes devoirs, non, je les ferai pas. Donc voilà. Et puis on est en France en plus, donc pas forcément. Ouais. Ça peut être les mécontents qui vont donner de la voix. Exactement. Alors ça c'est difficile, c'est toujours les mécontents. Oui, les avis les plus fréquents. Alors en plus à Epitech, c'est pas une pédagogie classique, donc on va avoir un taux d'abandon qui peut être plus élevé peut-être que la norme. Pour nous, c'est pas un problème parce qu'on a une pédagogie qu'on assume et donc on est conscient que tout le monde ne peut pas suivre cette pédagogie-là. Mais c'est vrai que ceux qui ne vous connaîtraient pas, on résume en 3 mots Epitech, comment ça fonctionne? Epitech, il n'y a pas de cours. Je pense que tout le monde connaît Epitech. En théorie, oui, mais on ne sait jamais. Il n'y a pas de cours magistraux, tout se fait par le projet. L'idée, c'est de rendre le plus professionnel possible l'étudiant dès la première année. Donc, il n'y a pas de posture de professeur avec une posture d'étudiant apprenant. L'étudiant est considéré comme un jeune collaborateur qui rentre dans une entreprise et l'équipe pédagogique qui est très présente, ils sont tous en CDI, on n'a pas de vacataires, on n'a pas des 20 heures semestre, etc. Et l'équipe pédagogique qui est très présente, elle a un rôle de coach, manager, challenger, et elle est toujours en train de dire aux étudiants, c'est pas mal, mais
ou bon, tu n'y es pas, mais il faut livrer. Surtout, il faut livrer. Epitech est connue comme l'école qui délivre, et dans des temps très courts. Ce qui se dit des étudiants et des alumni d'Epitech, c'est peu importe le problème, dans n'importe quelle entreprise, ils finiront par délivrer la bonne solution, voire même aller plus loin. Et cette pédagogie très active, elle met l'étudiant au centre de tout, parce qu'il faut absolument qu'il soit acteur de sa formation pour que ça fonctionne. On peut avoir des étudiants qui aiment l'informatique, mais qui ne sont pas prêts pour cette pédagogie-là, qui ont besoin de descendants, qui ont besoin de faire des fiches, qui ont besoin d'avoir des cours très théoriques. Ces étudiants-là, on ne leur répond pas. Ce n'est pas le fond d'Epitech. S'ils veulent ça, ils ont des écoles comme Epita, dans le même groupe, qui est plus structurant, avec des cours magistraux, des enseignants-chercheurs, etc. Donc, on va avoir des étudiants qui quittent Epitech parce qu'ils ne sont pas adaptés au modèle. C'est pour ça que notre process de recrutement, nous, il est assez long. Alors, on est passé sur Parcoursup, on a dû s'adapter, mais petite pensée à ceux qui sont sur Parcoursup. Nous, on a découvert ça cette année. Voilà. On apprend en marchant, comme on a dit toute l'année. Ce qui fait que comme normalement notre process de recrutement était assez long, en tout cas en dehors de Parcoursup, on avait des étudiants les plus sensibilisés possibles et les plus aptes à comprendre nos méthodes pédagogiques. Là, on ne sait pas ce qui va se passer en septembre avec des étudiants qui nous ont moins connus et qui sont moins venus tester notre modèle pédagogique. Mais ceux-là, ils risquent de démissionner plus fortement, c'est un des risques, et d'aller laisser des avis comme quoi ce n'était pas le bon encadrement, enfin qu'on n'est pas au rendez-vous de l'encadrement, alors qu'on prône un encadrement avec une posture très professionnelle et pas du tout je te prends par la main, je te fais faire des TD et des TP après un cours que je t'ai donné magistral. Voilà, donc il y a avis, c'est-à-dire vous pensez tout de suite plateforme d'avis, mais ça peut être commentaires, j'imagine, sur un Reddit, GitHub, ouais, toutes ces exactement. Alors, des lieux où ils sont habitués. Ouais, sur GitHub, alors pour l'instant, je n'ai pas vu GitHub cité dans les sources, ça serait bien, parce que, je ne sais pas si certains l'ont vu, toute notre communauté Epitech, étudiants, alumni, pour le coup, nos 12 000 alumni, nos 6 000 étudiants, ils sont sur GitHub, donc là, ça donnerait un gros coup de boost, on en est sûr, à notre recherche à travers les IA. Sur Reddit, oui, Reddit est cité, et on a refait le test. On a refait le test tout à l'heure. Donc, c'est une plateforme plutôt utilisée par des étudiants qui sont intéressés par l'informatique aujourd'hui. Donc oui, c'est quelque chose qu'on peut surveiller. Mais on se refuse à mettre des faux avis. Voilà, c'est des choses qu'on ne fait pas. J'espère. Non. De toute façon, si on tape... Jeanne, je ne vous ai pas laissé répondre. Vous vouliez ajouter quelque chose tout à l'heure sur la question de monsieur je dirais qu'en plus, c'est vrai qu'on a parlé de toutes les règles et de SEO. Et quand même, on apprend aussi beaucoup en marchant, il y a quand même beaucoup d'évolution. Je pense que vous êtes beaucoup à vous adresser à des étudiants et à des actifs pour faire des formations. Un des moyens, évidemment, c'est aussi la publicité, parce que aujourd'hui, ce qu'on peut faire avec des budgets quand même très limités, en capitalisant sur ces usages de scrolling, de streaming, d'aller faire de la recherche, c'est aussi un moyen de faire connaître vos écoles, vos cursus, en s'adaptant au code. Je pense qu'il y a aussi des opportunités intéressantes là-bas, sur ces médias digitaux qui permettent qui vraiment prennent en compte plein de signaux pour identifier quelles sont les bonnes personnes qui pourraient être intéressées par vos offres et votre cursus. Donc, regardez ça de près. Je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus efficace que ça ne l'a été. Est-ce qu'il y a une dernière question pour nos 3 invités avant de marquer une petite pause? Il y a 2 bras. Allez, on prend les 2 d'un coup. On répond à tout le monde. Bonjour Lame. Bonjour, je suis Jeanne Salmetier, je suis la directrice de la communication d'une école en art appliqué à Paris, dans l'architecture intérieure notamment. Pardonnez-moi pour ces 2 questions hyper profanes et peut-être complètement à côté de la plaque, mais je suis toujours celle qui ose poser des questions bêtes depuis le CP. Il n'y a pas de mauvaise question. J'imagine que ça s'entend. Quid de LinkedIn dans le référencement IO? Et une question encore plus bête, est-ce que l'IO se sert des réseaux sociaux et du trafic entre étudiants, de la façon dont ils citent leurs écoles pour se nourrir et pour faire remonter le référencement des écoles? Qui veut répondre à Jeanne? Olivier. LinkedIn, j'arrive pas à me rappeler, il y a
un des LLM qui le cite pas mal. Je ne sais plus si... J'arrive plus à me rappeler qui c'est. Je l'ai... ChatGPT Non, c'est pas ChatGPT. Ouais, je sais pas. Mais il n'y en avait qu'un. C'est assez absent, on va dire. Et globalement, même les réseaux sociaux sortent pas beaucoup de mon expérience dans les LLM. Est-ce que c'est vu comme des concurrents? Je pense pas forcément. Pas assez fiable, peut-être. Après, il y a aussi parfois des difficultés tout simplement d'aller accéder à l'information. Elle n'est pas forcément toujours publique. Ça répond aussi peut-être à la deuxième partie. Tout ce que disent les étudiants sur les réseaux n'est pas toujours visible de l'extérieur. S'il faut être logué, les LLM ne le verront pas, quoi. Pardon, j'ai une question complémentaire. Merci pour votre réponse. Une commerciale de l'étudiant me disait que les avis Google laissés au sujet des écoles vont être bientôt interdits. Il y a une collaboratrice du Compioniste dans la salle. Je crois que j'étais la première à réagir à l'annonce. Oui, le message est très clair là-dessus. Ouais, on parle de l'éducation nationale, donc on ne parle pas de l'enseignement supérieur. D'accord. Mais oui, j'ai la même... Par contre, c'est disponible pour les crèches et les maternelles. Si vous voulez vous venger, il y a un entre-deux. C'est ça. Dernière question, monsieur. La petite porte. Bonjour, je suis Jean-Philippe, le directeur du Figaro étudiant. J'avais juste une petite question par rapport à l'IAO. Est-ce qu'au final, c'est pas la revanche du long tail par rapport à ce qui existait initialement sur Google, et à partir du moment où on a la capacité justement de créer de plus en plus de contenu sur de plus en plus de thématiques, ce qu'on appelle le long tail, donc les petites requêtes qui génèrent effectivement au total plus de flux, c'est pas toujours la même règle qui va effectivement dominer pour émerger sur les IAO. Ouais, il faut une stratégie éditoriale tout de même sur son site pour pouvoir... la stratégie éditoriale va être importante. Après, il faut faire quand même attention à ne pas se perdre. Il ne faut pas juste écrire pour pouvoir répondre à l'IA, parce que je pense que là, il y aura une autre revanche derrière. On apprend en marchant, et aujourd'hui, des techniques qui fonctionnent, mais comme ça fonctionnait sur Google, et temporairement, on avait une petite élévation du trafic parce qu'on avait compris un petit hack. Il faut faire attention. Enfin, il faut une stratégie éditoriale, mais il ne faut pas se perdre dedans en se disant je communique que là-dessus, parce que sinon on finira par se perdre. Voilà. En fait, je suis d'accord, ça va développer la longue traîne, long tail. En fait, c'est toutes les recherches très précises. Et à partir du moment où on pose des questions beaucoup plus vastes, et aussi par oral, il y a de plus en plus de questions qui se font par oral. Effectivement, des contenus très précis vont pouvoir remonter plus facilement. Par contre, il faut garder une qualité constante, même si on rajoute beaucoup de contenu sur le site. C'est peut-être ça la conclusion. Merci Olivier. Comment l'IA et les agents notamment peuvent aider au recrutement des étudiants, ce sera l'objet tout à l'heure de notre second échange, ce sera juste après la pause café. Merci à tous pour vos questions, à toutes et tous. Et à nos trois speakers qu'on peut applaudir pour leurs propos.